Les récentes frappes russes contre les grandes villes ukrainiennes visent, selon les experts, à épuiser la population et les défenses de l'Ukraine qui réclament plus d'armes à ses alliés occidentaux. Une réunion OTAN-Ukraine se tient demain à Bruxelles à la demande de Kiev. Installée dans ce conflit depuis bientôt 2 ans, la Russie se dit que le temps joue en sa faveur. Vladimir Poutine, de son côté, sera candidat à sa succession en mars. Il n'y a pas beaucoup d'inconnus. La France et l'Allemagne, pendant 20 ans, se sont bercés d'illusions à propos de la Russie en ignorant les signaux, les mises en garde, ce que Sylvie Kaufmann qualifie d'aveuglement. On va étudier cet aveuglement. Sylvie Kaufmann est ancienne directrice de la rédaction du Monde, ancienne correspondante à Moscou. Et Les Aveuglés, c'est son dernier opus, nous disent comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. C'est aux éditions Stock. Elle est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour Sylvie Kaufmann. Bonjour. Avant qu'on ait le nom du Premier ministre français qui sera chargé de gérer les affaires courantes du quinquennat Macron, ça n'a pas beaucoup d'importance d'ailleurs un Premier ministre dans les relations que nous avons avec l'Allemagne? Dans les relations avec l'Allemagne, non, puisque c'est le président français qui gère l'essentiel de des relations avec le chancelier allemand qui est à la tête d'un système politique différent évidemment du nôtre. C'est très parlementaire l'Allemagne, nous sommes beaucoup plus présidentiels, donc ce duo est différent, mais il est indispensable et il est capital en Europe. Comment qualifiez-vous la relation Scholz-Macron? Elle est assez froide. Je crois qu'elle est assez dysfonctionnelle malheureusement. Les deux hommes ne sont pas arrivés encore à avoir une relation de travail aussi efficace que celle qu'avaient finalement établie Merkel et Macron. Ça prend du temps. Je crois qu'ils sont deux tempéraments très différents, bien sûr. Et puis, les deux pays, l'Allemagne et la France, ont été très déstabilisés par l'invasion russe de l'Ukraine l'année dernière, de manière différente, puisque les relations de chaque pays, de la France et de l'Allemagne, étaient différentes avec la Russie. Mais l'Allemagne a été très, très, très ébranlée par cette invasion. Elle ne l'avait pas anticipé. Personne ne l'avait anticipé. Les services américains avaient beaucoup d'infos. Oui, je parle de l'Europe. Les services américains et les Britanniques, d'ailleurs, qui profitaient certainement des renseignements américains, étaient très précis. Et c'était même inédit la manière dont ils ont exposé leurs renseignements de manière extrêmement, vraiment précise. Mais les Européens continentaux, si je peux dire, en particulier les Français et les Allemands, étaient très incrédules et se disaient non, ça ne va pas arriver. Et vous vous souvenez, Macron et Scholz ont tous les deux fait le voyage à Moscou juste avant l'invasion pour essayer de convaincre Poutine, qui était déjà lui parti dans son projet de ne pas envahir l'Ukraine. Mais l'Allemagne a été vraiment ébranlée dans ses fondements par cette invasion, parce que sa relation était très très proche, très complexe aussi avec la Russie, plus que la nôtre, je pense. Et donc, a commencé par sa relation énergétique, puisque l'Allemagne avait vraiment développé une dépendance forte au gaz russe. Et donc, elle a été obligée immédiatement de renoncer à cette source d'énergie. Et c'est une révolution économique pour Vous avez été amené à vous intéresser aux commanditaires de l'attentat contre Nord Stream 2? Alors, non, j'ai pas enquêté là-dessus parce que ça s'est passé après l'invasion. Et mon livre s'arrête en fait je suis volontairement allé jusqu'à l'invasion, voilà, pour essayer d'expliquer ce qui a amené à cette invasion et pourquoi on ne l'a pas vu venir, justement. Il y a plusieurs thèses sur cet attentat. Quelle est la vôtre? Moi, j'aurais tendance à penser que ça sert plus les intérêts russes que... en fait, ça sert les intérêts russes, ça sert aussi les intérêts ukrainiens. Il y a les deux enquêtes journalistiques ont abouti à des thèses différentes. Et la plus solide penche pour une opération ukrainienne, en réalité. C'est-à-dire une opération ukrainienne qui aurait donc saboté le gazoduc. Pour qu'il ne puisse plus jamais servir, voilà. Oui. Et pas les États-Unis derrière. Il paraît que c'est... Alors, je ne suis pas technicienne, donc je ne... Mais non, ce n'est pas un piège, Sylvie Kaufmann. Je pose la question naïvement, parce que du coup, on importe beaucoup le gaz de schiste américain. Oui, absolument. Mais donc ça sert aussi les intérêts américains. Du gaz du Qatar, du gaz d'Algérie, du gaz de Norvège. Oui, je ne pense pas que les Américains soient vraiment derrière cette opération. Alors, c'est une question plus journalistique.
Il y a énormément de médias partout qui nous informent de partout et de tout, beaucoup plus qu'avant. Et si je vous pose la question, c'est que le journal Le Monde est une institution. Et pourtant, on n'a pas le sentiment que sur le conflit ukrainien, on soit extrêmement bien informé au jour le jour, même au jour le jour. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, non. Je pense que les médias français, les médias internationaux en général, mais puisque nous sommes en France, je vais parler surtout des médias français et des nôtres, Le Monde notamment consacre énormément de ressources et de reportages et d'analyses à cette guerre, parce qu'on considère qu'elle est vraiment essentielle. Mais je parle d'infos factuelles même du front. Oui, mais nous avons énormément de gens sur le terrain. Là, en ce moment, nous avons Florence Aubenas, par exemple, qui vient de publier des reportages sur le front. Non, nous allons au plus près possible de nos sources. Alors évidemment, c'est une guerre. Donc, dans toutes les guerres, les belligérants, et en l'occurrence les Ukrainiens, puisque nous ne pouvons pas aller du côté russe, essayent de contrôler l'information. C'est toujours ça. Mais quand vous dites on ne peut pas aller côté russe, pourquoi ? Parce que les Russes ne nous donnent pas de visa. Parce que c'est très difficile parce que l'information est beaucoup plus contrôlée et bridée du côté russe que du côté ukrainien. L'Ukraine est une démocratie. Jusqu'à nouvel ordre, et l'information y est libre. Donc bien sûr, comme ça serait le cas du côté français, comme ça a été le cas par exemple du côté américain pendant la guerre d'Irak, l'armée essaye toujours de canaliser l'information, puisque l'information fait partie de la guerre en réalité, hein, ça on le sait très bien. Donc vous vous souvenez de cette expression d'être embedded avec les forces. On est embarqué avec les forces. Voilà, on est embarqué avec. Si on va sur le front, en général, on doit y aller avec les forces qui sont en guerre. Et forcément, elle s'efforce de contrôler l'information. Mais nous allons sur le terrain, Non, je pense qu'on est relativement bien, le mieux possible, informés. Alors, par exemple, on n'a pas les chiffres des pertes. Ça, c'est vrai. On n'a pas les chiffres des pertes, ni d'un côté ni de l'autre. Les Ukrainiens... Alors qu'il y a quand même 600 000 hommes engagés côté russe, quasiment. C'est énorme, oui, c'est très important, le nombre. Et je pense que le nombre, les pertes humaines sont très importantes des deux côtés. Mais les Ukrainiens ne veulent pas les publier, et ça, on ne peut pas les calculer indépendamment. C'est impossible. Mais en même temps, comme on peut voyager librement dans tout le pays, en Ukraine, on voit bien l'étendue de ces pertes, parce qu'il suffit d'aller dans un cimetière ukrainien en ce moment pour se rendre compte à quel point le nombre de tombes avec des drapeaux, etc. Et puis bon, on peut parler aux gens, et c'est vrai que l'ampleur des pertes humaines est terrible. Alors, quittons un peu la guerre côté factuel qui se passe aujourd'hui pour remonter donc le fil rouge de cet aveuglement, puisque c'est le terme que vous avez choisi. Quand on parle d'aveuglement, la plupart du temps, on parle d'aveuglement volontaire. On ne veut pas voir. Oui, mais ce que l'on aurait dû voir. Oui. On peut être aveuglé aussi parce qu'on regarde ailleurs. Mais dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire la relation avec la Russie, et en particulier avec Vladimir Poutine, puisque je me suis attachée à regarder comment nous avions géré la Russie depuis l'arrivée de Poutine en 2000. Donc ça fait bientôt un quart de siècle qu'il est là, et il va continuer, il va y rester visiblement encore pour quelque temps. En tout cas, il a fait ce qu'il fallait pour. Et donc, parce que je me suis rendu compte à quel point nous nous étions laissés abuser d'une certaine manière, et aveuglés, oui, c'est bien le terme, par, d'une part, l'habileté de Poutine à nous mener là où il avait envie de nous mener, et puis aussi notre naïveté. Alors, c'est nos objectifs qui nous empêchaient de voir les vrais objectifs de Poutine dans cette relation. Alors, ce sont des objectifs différents pour la France et l'Allemagne. Je me suis attachée à la France et à l'Allemagne parce que c'est les deux principaux pays, et puis ce sont eux, d'une certaine manière, qui ont été les plus... qui ont le plus influé sur la politique européenne vis-à-vis de la Russie. Mais l'Allemagne a cette relation très particulière, historiquement très particulière avec la Russie, complexe, avec évidemment aussi tout le poids du XXe siècle, d'une part la Deuxième Guerre mondiale, avec le nazisme et le stalinisme, et puis la réunification qui finalement a été permise par Gorbatchev et par la Russie, alors que la France a une relation, je dirais, à la fois plus romantique
est plus stratégique. C'est-à-dire que nous voyons beaucoup les choses à travers la sécurité européenne, à travers une ambition très française, depuis la Ve République, de réorganiser la sécurité européenne parce que nous sommes une puissance nucléaire, que la Russie est aussi une puissance nucléaire. Donc, nous voulons avoir une relation privilégiée avec la Russie dans cette optique-là. L'Allemagne, c'est beaucoup plus à la fois psychologique, un attachement très historique, très profond avec la Russie, et économique. C'est ça aussi le principal vecteur de la relation germano-russe, c'est vraiment l'économie. Alors là, il y avait cette idée héritée de l'Ostpolitik de Willy Brandt qui était le changement par le rapprochement, c'est-à-dire qu'on peut changer cette idée qu'on peut influer sur un système politique par le rapprochement, par des relations plus étroites. Ça, c'était une illusion qui héritait de la guerre froide. C'est le propre de la diplomatie aussi, quand même. Oui, bien sûr, mais bon, quand on a affaire à des régimes totalitaires ou autoritaires, il faut être plus sceptique ou plus prudent. Mais en quoi a-t-on manqué de prudence, justement? Puisque si on en est là aujourd'hui dans une impasse, qu'est-ce qui aurait pu faire qu'on évite cette impasse-là? Alors, je crois qu'il aurait d'abord... il aurait fallu prendre conscience que c'est un régime, je parle bien du régime de Poutine, je ne parle pas de la Russie en général, mais le régime de Poutine était un régime qui était de plus en plus autoritaire, donc il fallait regarder les choses en face et se rendre compte qu'il y avait une trajectoire là, qui se dessinait de manière continue, qui considérait l'Occident comme de plus en plus hostile. Ça, on le voit dès le début des années 2000, en réalité, dès 2003-2004, avec la révolution orange en Ukraine, que Poutine accuse l'Occident d'avoir orchestré, alors que c'était absolument pas le cas. Quand il limite, très vite, il se met à limiter l'indépendance des médias, il met des gens en prison. Donc, cette trajectoire autoritaire était très claire dès le début. On n'y a pas fait assez attention. Et pourtant, il n'était pas hostile à l'extension de l'OTAN au départ. Au départ, non. C'est ça quand même. Là, est-ce qu'il n'y a pas une case qui a été manquée à ce moment-là par les Occidentaux? Il ne s'agit pas de se remettre en cause. Non, c'est un grand débat qu'on soulève régulièrement entre experts et qui est intéressant, mais qui pour moi est réglé, si vous voulez. C'est que comment est-ce que vous dites... Oui, il y a eu une période où Poutine a dit effectivement qu'il n'était pas hostile à l'élargissement de l'OTAN. En même temps, il a très rapidement fait savoir qu'il considérait l'extension de l'OTAN comme une menace pour la Russie. Mais qu'est-ce qu'on pouvait dire aux pays qui voulaient rejoindre l'OTAN? Est-ce qu'on pouvait dire aux Polonais, aux Baltes, ah ben non, oui, bien sûr, vous avez envie de rejoindre l'OTAN pour assurer votre sécurité, parce que vous n'avez pas confiance en la Russie pour des raisons qu'on peut comprendre, parce que l'histoire est là, et elle est incontestable. Mais on va vous dire non parce qu'on ne veut pas faire de peine à la Russie. C'était pas possible politiquement de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on aurait fait ça? Et si vous regardez finalement tous ces pays qui ont adhéré à l'OTAN, jusqu'ici, Poutine n'y a pas touché. Il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante au début de l'invasion russe de l'Ukraine. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a l'année dernière, un missile s'est égaré et est tombé en Pologne et a tué deux paysans polonais d'ailleurs. Et on ne savait pas d'où venait ce missile. Et très très vite, la Russie a dit ça n'est pas nous. Très vite, ils ont réagi, les Russes, en disant non, nous, on n'y est pour rien, c'était pas nous. Et la rapidité avec laquelle ils ont réagi, moi, me dit que justement, ils ne voulaient pas toucher à l'OTAN et ils voulaient nous faire comprendre que c'était bien là leur position, qui était de ne pas attaquer un pays de l'OTAN, parce que c'est une limite, en fait, que Poutine n'était pas prêt à franchir. Et cette limite demeure, c'est elle qui assure quand même, c'est le nouveau rideau de fer aujourd'hui, en fait. J'espère. Mais y a-t-il un signal qui a été manqué? J'entends dans les années entre 2000 et 2010, où il y avait la possibilité quand même... peut-être que le régime était moins dur à l'époque et que les Occidentaux auraient pu davantage tendre la main à la Russie. Alors, on a tendu la main au début des années 2000. Il y a eu vraiment au tout début, quand Poutine est arrivé. Rappelez-vous que au moment des attentats du 11 septembre donc 2001 aux États-Unis, Poutine a été le premier chef d'État à appeler George Bush
pour l'assurer de sa solidarité, lui demander s'il avait besoin d'aide. Et il voit dans l'âme de Poutine, écrivez-vous. Oui, George Bush. Vous dites George Bush voit dans l'âme de George Poutine. Bush l'a regardé au fond des yeux et pensait avoir vu son âme, en effet, et trouvé que c'était quelqu'un qui était digne de confiance. Mais il s'en est mordu les doigts après d'avoir dit ça. Mais donc, il y a eu cette petite période après le 11 septembre de coopération. Poutine a laissé, par exemple, les avions américains traverser l'espace aérien russe pour aller approvisionner leurs troupes en Afghanistan, etc. Et puis, il y a eu la guerre d'Irak. Et là, Poutine s'est rangé de l'autre côté, avec la France et l'Allemagne, d'ailleurs. Et puis, à partir de là, il y a eu... Donc ça, Sylvie Kaufmann, ça, c'est une raison aussi pour expliquer aussi peut-être la manière dont la France et l'Allemagne ont essayé de gérer la Russie, dans la mesure où il y a eu de la coopération sur les 20 dernières années, même de manière implicite sur certains dossiers. Oui, je pense qu'au début, il y a eu quelques moments... Sur la Syrie, par exemple, aussi, non Non, alors sur la Syrie, Poutine a repris pied, mais beaucoup plus tard en Syrie, pour essayer il est parvenu à ses fins, d'ailleurs, pour rétablir le régime pour renforcer le régime sauver le régime d'Assad, en réalité. Et puis là, on s'est trouvé en conflit avec lui. Là, la France, évidemment, a retrouvé même ses prédictions défaites. Mais si vous voulez, en termes de signes qu'on n'aurait pas vu venir, il y en a un, par exemple, auquel on n'a pas fait assez attention. Il y en a un, par exemple, qui est très évident et dont on se rend compte aujourd'hui que la plupart des protagonistes reconnaissent. C'était le discours de Poutine en 2007 à la conférence de sécurité de Munich, qui était un discours qui a beaucoup surpris les Occidentaux, qui était un discours très agressif, très acrimonieux, très amer sur l'attitude de l'Occident, et accusant les États-Unis d'hégémonie, etc. Et les dirigeants qui étaient présents, qui ont assisté à ce discours, notamment Angela Merkel, étaient sidérés de cette agressivité était presque en état de choc. Quand j'ai interrogé beaucoup de ces participants à ce discours, qui m'ont dit oui, on était en état de choc, etc. Et puis le lendemain, c'était business as usual, c'est-à-dire là, c'était vraiment un aveuglement, parce qu'ils ont eu ce discours, ils l'ont entendu, ils ont été choqués, et puis ils ont décidé de reprendre les relations comme elles étaient, parce que c'était trop important, les relations économiques étaient trop importantes, parce qu'on ne voulait pas tout remettre en cause, parce qu'on pensait que c'était un incident de parcours, voilà. Et l'année d'après, il y a eu un événement assez important qui était le sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, où là, la France et l'Allemagne se sont opposées aux États-Unis, à George Bush, qui voulait absolument ouvrir la voie de l'adhésion de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie. La France et l'Allemagne s'y sont opposés, Merkel et Sarkozy, de manière très musclée. Ça a été un sommet très mouvementé et très agité, qui s'est terminé par un compromis totalement boiteux. Et de fait, l'Ukraine et la Géorgie n'ont jamais adhéré à l'OTAN. Et quelques mois plus tard, Poutine a envahi la Géorgie. Et franchement, on peut se dire maintenant avec le recul, et certains diplomates allemands auxquels j'ai parlé se posent vraiment la question et se disent aujourd'hui, finalement, si on avait vraiment ouvert la porte à la Géorgie et à l'Ukraine, probablement Poutine n'aurait pas envahi la Géorgie. Il n'aurait probablement pas envahi l'Ukraine non plus en 2014 ou annexé la Crimée. Vous voyez, donc c'est le principe des dominos où chacun, en fait, nos faiblesses ou nos capitulations morales font qu'en face, ça continue à avancer. Oui, et puis je crois c'est l'héritage de la fin de la guerre froide, et ça, c'est une leçon qu'on voit encore aujourd'hui, qu'on peut appliquer à ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine. Nous avons, à la fin de la guerre froide, pensé que nous avions basculé dans un monde différent, un monde de relations internationales complètement différent, où la force n'était plus la règle. Où le droit prenait le dessus, la règle de droit prenait le dessus. Donc c'est un peu notre naïveté. Le premier aveuglement, il est là. Voilà, parce que nous sommes, en particulier l'Union européenne, un espace de normes, effectivement, qui s'appuie sur la règle de droit et la primauté du droit. Et nous avons pensé que tout le monde allait fonctionner de la même manière. Or, quelqu'un comme Vladimir Poutine, et je dois dire que c'est beaucoup dans la tradition historique russe,
quelqu'un comme Vladimir Poutine, lui, croit à la force. Son paramètre principal, c'est la force. Et nous avons abandonné d'une certaine manière ce recours à la force. Nous avons réduit considérablement nos budgets de défense, en particulier l'Allemagne. La France a maintenu un certain niveau de défense parce que pour d'autres objectifs, pas pour nous défendre sur le continent européen, mais pour avoir une force expéditionnaire en Afrique ou outre-mer, etc. Mais l'Allemagne a vraiment désarmé. Et d'autres pays européens ont vraiment désarmé. Et ça faisait le jeu de Poutine en réalité. Et on le voit aujourd'hui, parce que maintenant, où il faut aider l'Ukraine, où on pense qu'il faut aider l'Ukraine militairement et où on essaye de le faire, on a beaucoup de mal à lui fournir les équipements militaires dont elle a besoin. Demain, Sylvie Kaufmann, donc réunion de l'OTAN pour aider l'Ukraine. Alors évidemment, la question qu'on se pose, on arrive à 2 ans de conflit. J'ai dit tout à l'heure, le temps joue en faveur de la Russie. Il y a un certain nombre d'observateurs qui pensent cela. C'est votre avis ou pas ? Alors là, on est dans une phase de la guerre où Vladimir Poutine a pris le contrôle du récit, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est en train d'imposer un récit selon lequel la Russie est en train de gagner cette guerre. L'Ukraine est en difficulté sur le front, c'est un fait. Le chef d'état-major ukrainien de l'armée ukrainienne a même dit que sa contre-offensive qui a été lancée l'année dernière était dans l'impasse. Le front ne bouge pas, ou très très peu, et on est dans une sorte de guerre d'usure. On s'installe dans une guerre d'usure. Et Poutine, je crois, essaye de... Vous avez vu qu'il y a énormément de frappes aériennes ces derniers temps sur des cibles civiles, sur des villes ukrainiennes. Et donc, il essaye d'une part de amener les forces ukrainiennes à déplacer leur défense anti-aérienne vers l'arrière pour dégager le front, pour que lui puisse avancer, pour que les forces russes puissent avancer sur le front. Et puis à saper le moral des Ukrainiens, parce que quand vous atteignez des cibles civiles comme ça, c'est terrible pour les populations. À essayer de peser pour amener les Ukrainiens à une négociation, à un cessez-le-feu. Voilà, on en est là. Mais je crois que les Ukrainiens ne sont absolument pas prêts à cette négociation pour l'instant. Et Poutine, il serait prêt ? Je ne crois pas non plus. Je crois que tout ça est du théâtre. Il n'y a pas d'élément aujourd'hui qui nous permet d'avancer, en fait. Je crois que c'est du théâtre. C'est ce que disent les Ukrainiens. Il fait passer des messages ou des bruits selon lesquels, en particulier aux Occidentaux, selon lesquels il serait prêt à négocier. Mais en réalité, toute sa stratégie et tout ce qu'on voit sur le terrain de la tactique des forces russes militaires montre que l'offensive continue, l'offensive russe continue, et les bombardements contre les cibles civiles continuent tous les jours. Un dernier point, vous avez travaillé pour la presse américaine, Sylvie Kaufmann. Si Donald Trump repasse, ça va changer le conflit ? Ça, c'est une question qui préoccupe énormément de gens et de manière tout à fait justifiée en ce moment. Ça sera une très mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens si Donald Trump est réélu, parce que vous vous souvenez qu'il a eu un sommet avec Vladimir Poutine, où quand il était président Trump, où il a considéré il a dit qu'il faisait plus confiance à ce que lui disait Poutine qu'à ses propres services de renseignement. Donc ça, c'est une indication quand même assez accablante. Ça risque de représenter un virage, en tout cas, dans cette histoire qui s'écrit tous les jours. Merci Sylvie Kaufmann. Merci à vous. De nous avoir parlé donc de cet aveuglement de Berlin et de Paris qui ont laissé la voie libre à la Russie. C'est un retour sur l'histoire récente aux éditions Stock. Sylvie Kaufmann, ancienne directrice de la rédaction du Monde. Excellente journée.